Pendant que Michael, David et Marco gèrent leur saison des sucres 2025, c'est Jean-Étienne qui anime des entrevues avec les leaders des plus grandes entreprises manufacturières en acériculture. Cette série d'entrevues du podcast La fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Sainte-Agathe. Les invités de cet épisode sont David Loubier et Philippe Breton des Équipements Lapierre. Que ce soit dans le domaine des extracteurs ou des osmoses inversées, les Équipements Lapierre ont toujours été avant-gardistes et innovateurs. Après avoir fait de l'acquisition des évaporateurs Waterloo Small en 2001, l'entreprise a affirmé son rôle de joueur de premier plan dans l'industrie pour ses équipements acéricoles qui sont développés et testés dans son centre de recherche de plus de 170 000 en taille. Cet épisode de La fièvre des sucres vous est présenté grâce à la collaboration de Click2Go Elite qui vous offre une solution pratique et sécuritaire pour toujours avoir vos outils à portée de main en forêt. Ainsi que Québecol et sa gamme unique d'alcool 100% à base d'érable et fait entièrement de vrais ingrédients québécois. Et les entreprises forestières Serge Bureau qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 9e épisode du podcast La fièvre des sucres. Alors, Philippe, David, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre à la souche, ici à Stoneham, une région en plein développement acéricole. Je vous en ai parlé un peu tantôt. Là. On n'a même pas 5 de notre potentiel qui est mis en action. Fait que je suis content de vous recevoir ici, de voir, c'est ça que vous vous déplacez, puis venir inspirer les gens, pas juste de Stoneham. On est écoutés par des gens ailleurs. Aujourd'hui, vraiment essayer de voir qui sont les gens, les passions qu'il y a derrière la pierre, quelle valeur vous portez, parce qu'on va se le dire, toutes les compagnies font des bons produits. À un moment donné, on finit par acheter une relation, une vision, un service, un fit qu'on a avec des gens. Puis c'est ça qu'on veut offrir aujourd'hui, être capable de vous connaître au-delà du catalogue. Là, il y a du monde, puis c'est ça que je veux être capable de vivre avec vous aujourd'hui. Alors peut-être, Philippe, tu peux commencer par nous dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Techniquement, c'est quoi ton emploi? Mais on verra aussi qu'est-ce qui t'a amené à la sériculture. Oui, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est plus qu'est-ce que je fais pas. Moi, j'ai commencé à travailler chez Lapierre, ça fait 15 ans. Puis mon poste à moi, à la base, je m'occupais de l'usine d'embouteillage de sirop d'érable. C'est que j'ai fait un bac en admin. Pour ça, je suis arrivé, puis Carl Lapierre a marié ma soeur, puis il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes travailler. » OK. Fait que j'allais gérer l'usine d'embouteillage, mais moi, j'étais un gars impliqué, j'aime ça tout savoir, tout comprendre. Fait que de fil en aiguille, mon poste aux équipements Lapierre, c'est les relations corporatives. Fait que je représente l'entreprise sur toutes les structures organisationnelles qui entourent l'industrie, que ce soit les centres de recherche des universités, les créneaux d'excellence du ministère de l'économie ou l'Institut international du sirop d'érable. Moi, je vais m'asseoir sur toutes ces chaises-là pour... T'es aux relations extérieures. Ouais, c'est ça. Je travaille pour l'entreprise sur l'industrie, finalement. Wow. Ce qui m'a amené, il y a 2 ans, à faire l'association des manufacturiers de l'industrie de l'érable avec tous nos grands joueurs là, manufacturiers du Québec, que ce soit nous chez Lapierre, CDL, H2O, Dominion, puis DSD, pour s'asseoir tout ensemble, faire des projets collectifs, puis être capable de faire avancer l'industrie tout ensemble. Philippe, t'es un diplomate. C'est marqué diplomate à l'arrière de ta carte d'affaires. Ah, c'est écrit, je me chicane pas beaucoup. C'est ça qui est écrit, ouais, c'est ça. C'est bien. OK. Puis David, toi, ton côté, Moi, quelles sont tes fonctions? De mon côté, je suis dans l'entreprise depuis une douzaine d'années. Suite à une carrière au niveau du marketing, des communications, du design, je m'occupais de tout l'aspect communication marketing d'entreprise Équipements Lapierre. Puis, de fil en aiguille, j'étais de plus en plus impliqué au niveau des ventes. Puis, dernièrement, écoute, j'ai pris le poste de direction des ventes marketing suite à un départ, puis différentes circonstances. Ben, des fois, la vie, exactement, c'est ce qui m'a amené là. J'avais quand même un bon background en vente. Je suis dans la sériculture. Écoute, ça a transcendé les générations chez nous, comme plusieurs en région, là, à partir de mon grand-père qui est dans les
les fondateurs, si on veut, du plan conjoint puis de la fédération. OK. Il était président de la fédération Québec-Sud à l'époque. Ça s'appelait comme ça. J'ai des vieux documents à maison, des historiques, là, des plans, des études de marché des années 70-80 pour le développement de la sériculture. Puis mon grand-père, son discours, c'était la qualité du sirop d'érable. Si on veut en vendre à l'année, puis si on veut en exporter un jour, on est rendu là, je veux dire. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Ça commençait. Il dit, il va falloir faire du bon sirop d'érable. Puis arrêter de garder le bon pour nous autres, puis envoyer la cochonnerie en exportation. C'était un peu son discours des années 70-80, puis c'était une réalité. On est rendu ailleurs, parce que là, ce qu'on appelait peut-être la cochonnerie, je pense à Michael qui est dans notre équipe, qui aimerait pas ça entendre ce mot-là, parce qu'on est capable de faire des belles choses avec, de le travailler. On est capable de faire des produits transformés, des alcools, des choses comme ça. Tout à fait. Oui, mais la partie cochonnerie a rapetissé aussi. Oui. Parce qu'il y avait une partie du gros sirop noir manqué, là, qui venait un peu des équipements, des méthodes de production. L'hygiène, on peut se le dire franchement. L'hygiène, il y avait à quel point tu ramasses vite tes chaudières. Puis bouillir de 2 à 66 brix, c'est long. C'est long, puis t'as beaucoup le temps de manquer ton osmose aussi, c'est hein, ça. T'as beaucoup le temps de manquer ta chute. Fait qu'il y avait tout ça qui rendait la qualité un peu plus improbable. Là, l'écureuil dans la panne le matin, c'est pas grave. Je suis ça, on repasse. On continue. Anyway, ça va être bouilli, c'est ça? Ça fait un écureuil de moins. C'est ça. Moi, dans notre région, on a juste les petits roux. Puis là, depuis une couple d'années, la SPCA nous donne des gros gris qui viennent de la ville. Là, on ne partira pas le sujet des écureuils. Ils sont pas je les porte pas dans mon cœur. Je les porte pas dans mon cœur. Fait que je viens un petit peu de là. Fait que j'ai évolué au sein de l'entreprise. Puis au fil de ma carrière, il va y avoir différents choix qui m'ont mené là aujourd'hui. Puis moi, j'apprécie. Ça va assez bien. OK. Puis, tu sais, vous arrivez les deux ensemble, visiblement, vous avez une relation d'amitié aussi, tout ça. Ça m'amène à parler des valeurs, tu sais. Chaque manufacturier, c'est une tribu. Tu sais, on l'a dit tantôt. Tout le monde fait des bons équipements, puis il a ses forces, mais je vois bien que c'est pas... Il y a des vibes différentes. Il y a des entreprises plus familiales, d'autres moins. Il y a de tout. Il y a de tout. Puis là... Ben oui, c'est ça. Fait que là, ce que je vois, en tout cas, je vois une belle chimie déjà entre vous deux. C'est quoi les valeurs? T'sais, pourquoi c'est le fun de rester chez Lapierre? Parce que c'est une chose de se réveiller d'un mariage puis de travailler là. Quand on parle d'entreprise familiale, c'est vrai. Ouais. Chez Lapierre, c'est drôlement familial. Je veux dire, moi, bon, je suis conjoint de Chantal Lapierre aussi. C'est mon deuxième poste chez Lapierre, conjoint de Chantal. L'action des mariages dans votre boîte, hein, c'est ça? Qui est directrice générale de l'entreprise, qui est la fille du fondateur Donald Lapierre. Philippe, qui est beau-frère de Carl Lapierre, qui est aussi mon beau-frère. Oui, c'est ça, on est comme un... on est tissé très serré, aucune consanguinité, je vous rassure. C'est bon. Non, mais ça fait qu'est-ce qu'on a quand même tout... Tu sais, faire de la business, c'est pas tout le temps facile, là, tu sais, des fois, c'est rough un peu, puis on a un bon cercle de gens qu'on s'appelle le soir puis la fin de semaine, puis qu'on est capable de se chicaner, mais que c'est pas grave non plus, tu sais, ça nous donne l'occasion de se chicaner assez fort, de pouvoir clencher à la porte, mais finalement que... il faut quand même falloir qu'on se voit à Noël. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ça permet de passer rapidement par-dessus les conflits puis de trouver des solutions puis d'avancer. C'est un peu comme ça que l'entreprise s'est bâtie de fil en aiguille. Puis c'est encore comme ça qu'on essaye d'avancer là-dedans, quoique, tu sais, avec quelques centaines d'employés. Tout le monde ne peut pas être dans le cadre familial, mais on essaie que le noyau soit là. Que le feeling soit là. Oui, puis ça... Oui, ça apporte ses challenges, ça apporte ses avantages, mais en même temps, ça apporte une fierté de dire qu'encore là, aujourd'hui, depuis 1978, c'est une entreprise 100% familiale possédée par la famille Lapierre. Encore aujourd'hui. C'est quand même une belle fierté, là. Avec la nature des entreprises aujourd'hui puis du marché. Puis, on sait, passer une on est très fiers de ça. Ça c'est ça, c'est top. Tu me parlais tantôt, Philippe, en arrivant, de l'intégration chez Lapierre. Tu sais, du début, là, de l'arbre, l'équipement, puis juste qu'on en parlera tantôt, même vous êtes impliqué dans des projets de distillerie. J'aimerais ça que tu me parles de cette dimension-là, parce que c'est un choix, ça. Hein, des entreprises qui sont plus horizontales, des entreprises plus verticales. Chez vous, c'est du début à la fin. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Qu'est-ce que ça apporte à Lapierre? Nous, on a un gros commitment à la qualité, dans le fond. Puis contrôler ta qualité, c'est difficile là, dans la vie. Mais
plus tu es intégré verticalement, plus tu es habile à faire ça. Fait que si tu achètes la tubulure, tu ne sais jamais trop, tu vas avoir la même affaire, puis comment c'est produit, puis éventuellement, on fait, ben, c'est trop, on n'est pas satisfait, on va le faire nous-mêmes. Ce qui fait que, maintenant, ben, on fait des concentrateurs, des bouilleuses, mais des extracteurs, des pompes, de la tubulure. On fait du sirop, on a nos propres fermes pour faire la R&D. On fait la mise en marché, avec l'embouteillage, la mise en marché. Fait qu'on se rend d'un bout à l'autre du truc. Ça permet aussi de comprendre réellement c'est quoi la vie des gens. Toi, ton bout dans la sériculture, c'est quoi? Moi, je fais du sirop, je l'embouteille puis je le mets en marché. Ben, moi, dans la vie, je gère des érablières, j'ai une usine d'embouteillage, j'ai fait des marchés artisans, j'ai vendu du produit, je suis allé en vendre à l'international, je sais c'est quoi ta réalité. Fait que quand on s'assoit pour discuter de situations, de problèmes, puis qu'est-ce que les gens vivent, puis de quoi ils ont besoin, ben, quand tu es intégré verticalement, tu les as un peu, ces réponses-là. Tu sais où tu t'en vas. Puis, tu as moins tendance à dire « Ah, ça, c'est comme mode, m'aller vers là. » Puis, fait que tu prends pas nécessairement ces bateaux-là, mais tu t'alignes plus sur ce que l'industrie a de besoin, puis vers les axes de les fond. gens ont envie de s'attacher, puis de garder ça. C'est pour ça que, mettons, chez nous, on promouvoit beaucoup, mettons, le bois comme combustible. Ça fait partie de l'historique, ça fait partie de la tradition. On est capable de le faire de façon très, très propre si on travaille bien, puis que ce ne soit pas si exigeant que ça, puis c'est le combustible qui pousse dans la forêt. Il y a comme un truc d'attachement qu'il y a beaucoup de producteurs qui partagent cette valeur-là. Nous, on le fait pour les presque 200 000 érables qu'on exploite. Fait qu'on sait que c'est possible à tous les niveaux de le faire. Fait qu'on se commet à ça. Ça permet d'avoir toute cette perspective-là quand on s'intègre. Le dialogue avec le producteur, il se réalise à l'interne chez vous aussi, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'externe, de savoir ce que les gens qui utilisent vos produits pensent, il faut les utiliser. Puis, est-ce que c'est moi ou c'est assez propre à la sériculture d'avoir des entreprises aussi intégrées? Parce que, regarde, aujourd'hui, en automobile, tout le monde a le même petit module qui est fait chez Bosch, tout le monde. Puis, y a-t-il encore des entreprises qui fabriquent tout? Il n'y a pas d'entreprises de voitures qui fabriquent leurs pneus. Tu sais, c'est assez particulier de voir que dans votre domaine, vous faites tout de A à Z comme ça. J'ai l'impression qu'il y a peu d'industries qui fonctionnent sur ce modèle-là aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? C'est effectivement. Tu as raison. Des sous-traitants, compagnie de vêtements. On a des sous-traitants. Il faut dire qu'on n'a pas de sous-traitants. Okay. Il y a une chose qui est spécifique à l'industrie acéricole manufacturière que tu as rencontré d'autres manufacturiers, ils vont t'en avoir dit. Il y a un truc qui est merveilleux à propos de ça, c'est que c'est pas la filière batterie, c'est pas quelque chose qu'on peut exporter importer de l'expertise d'Europe et faire comme on fait ça, ça va être ça. Il n'y en a pas de technologie acéricole qui se développe à l'extérieur du Québec. Ça n'existe pas. Il n'y a pas moyen de dire « Ah, ben je vais prendre un sous-traitant qui me fait ça, qui est là-bas en Inde ou en Californie. » Elle n'existe pas, cette compétence-là à l'extérieur. Ça encourage cette intégration-là. Mais ça demande aussi que toute l'innovation se fait ici. T'sais. Mais ça demande ça parce qu'on peut pas se fier à ce qui arrive de l'extérieur. Tu peux pas copier beaucoup ailleurs. Tu peux pas copier ce qui se fait. Si tu construis une voiture aujourd'hui, tu vas prendre une voiture qui se fait déjà, tu vas regarder un peu ce qui se fait, puis si tu es capable de faire des pièces, tu fais pas les pneus chez vous, tu vas en acheter d'un gars qui fait des pneus. Ben, ça va fonctionner, mais dans la séricole, ça se peut pas. Tu peux pas acheter des chalumeaux faits en Chine. Tu pourrais en faire là-bas, mais il n'y a pas personne qui en développe là. Ouais. Il y a peu de chances qu'ils te copient pour nous clencher dans le sirop aussi, parce que c'est ça, tu sais. Chez eux. Fait que ça fait un milieu qui est très spécifique. Oui, c'est vrai. Très identitaire aussi. Très identitaire. Puis, tu sais, moi, je trouve ça merveilleux. T'sais, on évite à dire qu'on est des experts de pizza au Québec, mais des milieux où... les producteurs au Québec ont souvent peur de la production. Les Américains vont s'installer, puis ils vont tout bâtir. Puis, la réalité, c'est qu'il y avait un manufacturier d'équipement qui était américain, qui a été acheté par une des entreprises québécoises, ça fait 2 ans. Il n'y en a pas. À chaque fois que l'industrie américaine se développe, ben, elle tire sur l'économie du Québec. Elle ramasse, les technologies viennent d'ici. Tout est bâti à partir du Québec. T'sais, toute l'industrie acéricole, qu'elle soit en Ontario, en Ohio, dans le sud de l'État de New York, là, elle est bâtie à partir du Québec. Grandeur de l'industrie. Qu'est-ce que vous remarquez? On parlait tantôt du changement, puis tu avais l'air, faut pas que je te craigne trop sur les longueurs de chute, mais si je prenais cet exemple-là, tu as fait tes chutes, il y a 4 ans, elles sont un pied pas long là, au standard des autres aujourd'hui. Ouais. Tout change, on change des pratiques.
c'est quoi vos observations? Moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à la production de sirop d'érable. 5-6 ans, j'ai fait ça au propane de ma cour. À un moment donné, je me suis choqué, je me suis fait une cabane. Fait que, tu sais, je suis un observateur de ce milieu depuis 15 ans. J'en reviens pas des changements. Tu sais, puis autant je visite des cabanes où est-ce que je reprends l'image de mon mentor qui dit hey, je connais des places, il y a un ruisseau qui passe dans la cabane, c'est en terre battue. Puis, tu sais, c'est le folklore, puis c'est le temps d'une paix. Puis tu arrives, par exemple, chez M. Patry, puis c'est un showroom là, de Mercedes là-dedans. Là, tout est propre, la grosse production. Puis il sort du sirop. Tu sais, je connais pas beaucoup d'univers. Il y a des aussi gros contrastes. Est-ce qu'il y a même des industries aussi bien automatisées que la sériculture dans le reste du Québec? On aurait-tu une technologie si tout le monde faisait comme vous autres? Tu sais, j'aimerais ça vous parler de ça. Ces changements-là que moi j'observe, c'est-tu juste parce que ça fait juste 15 ans que je m'intéresse à ça, que je constate plein de changements? Ou on est vraiment un carrefour? Y a-tu vraiment un carrefour en ce moment, tu sais, de la diversité des produits? C'est plus juste du sirop, les gens font des suppléments pour les sportifs, on fait des... Tu sais, il y a de l'eau d'érable à vendre à l'épicerie, là. Il n'y avait pas ça avant. Il y a beaucoup d'innovations, que ce soit au niveau des équipements d'automatisation que du produit lui-même. Il y a eu beaucoup d'efforts de mise en marché de fait pour l'exportation. Puis, hey, du sirop, ça va pas juste ses crêpes. Tu peux faire de la bière avec ça, puis crème, elle va être bonne. Tu peux faire des alcools. Il se fait maintenant des cosmétiques. Il se fait avec des byproducts du sirop, le malade de calcium, des trucs comme ça. Il y a des gens qui font de la recherche. Hey, on peut-tu faire quelque chose avec ça? Claude Legault a mis dans sa sauce à spag. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovation qui se fait, je crois, dans un désir d'autonomie. Parce que c'est pas pour le producteur. Avoir 10-12 000 en taille, c'est beaucoup de travail. C'est pas extrêmement lucratif. Fait que tenter de transformer, tenter de créer de la valeur avec le produit qu'ils font, la solution de vivre de ça pour ces producteurs-là, ça va passer par là. Fait que ça, c'est certain, cet aspect-là touche pas les équipementiers, mais propulse l'industrie par en avant. Ah oui. Tu sais, il y a un truc qui est important, c'est que l'industrie acéricole, moi, ça fait, comme j'ai dit, 14-15 ans, mettons, là, que je vivote là-dedans, puis que je taponne. Puis quand je suis rentré dans l'industrie acéricole, moi, je suis un administrateur. Tu sais, je regarde les trucs, puis l'industrie complète, les transformateurs, les manufacturiers et la production, c'était un truc comme 650 millions de plus-value économique totale. L'année passée, c'était 1,2 milliard. Il y a quand même une progression très importante. Il y a eu de plus en plus d'entailles, mais les dimensions d'entreprise, le prix du sirop d'érable, bon, il a peut-être stagné un petit peu, mais il est quand même assez important versus d'autres denrées alimentaires. Ça a fait avancer beaucoup ça, puis il y a beaucoup de valorisation qui est faite. Puis le moment où une industrie passe le milliard de dollars de plus-value économique, ben là, il y a des yeux là-dessus. Il y a du monde qui font comme... C'est-tu quoi? C'est pas un passe-temps, la sériculture. Fait que là, ça commence à avoir des choses intéressantes. Là. Il y a un plan de développement stratégique sectoriel qui est en fabrication, qui est avec le MAPAC, pour injecter de l'argent là-dedans. Il y a eu les transitions énergétiques, les programmes de transition énergétique qui ont été appliqués à l'industrie acéricole pour avoir des technologies plus propres, pour s'automatiser. Fait que toutes ces choses-là dépendent un peu du poids économique que ça a. Puis ça prend un certain temps avant que l'industrie arrive à cette espèce de maturité-là pour être capable d'avoir accès à l'attention des gros acteurs économiques. Oui, parce que c'était pas, recul de 20 ans, il n'y a pas de plan conjoint, il n'y a pas d'agence de vente. Est-ce qu'on arrive avec le prix du sirop d'érable? C'est une année, c'est 1 $ la livre, l'année d'après, c'est 2,70 $. Comment tu veux structurer? Il n'y a pas de banque qui embarque là-dedans. Il n'y a pas de banque qui embarque là-dedans. Fait que ça, aujourd'hui, on vend des machines, ils valent 250 000. C'était impossible de l'acheter. La même chose, le problème technologique n'existait pas, là. Mais ça a été impossible de l'acheter. Tu ne pouvais pas la financer. Il n'y avait aucun moyen de dire ton revenu, ça va être à peu près tant. Il n'y avait pas d'assurance récolte, pas de stabilisation du prix, il n'y avait rien de ça. Fait que, puis ça, c'est 2004, là. Tu sais, c'est pas... non, c'est pour ça que le sentiment que j'ai de sentir qu'on est au début d'une vague en acériculture. Tu me confirmes que c'est pas une illusion, il se passe des choses. Non, il y a vraiment... Il y a une certaine volonté politique aussi de faire comme... Une minute, là, c'est nous autres, ça. Puis une adéquation aussi avec les préoccupations de l'époque. Oui. Tu sais, pensons à l'environnement, la préservation de la biodiversité, on favorise la croissance des arbres, donc la captation du carbone. 2023, vous avez vu ça passer, tu nous rappelles que c'est 1,2 milliard, l'impact économique. On a produit 1,4 milliard de services écologiques.
gratuit aux Québécois et aux Québécoises en 2023. Quelle industrie offre plus de services écologiques gratuits à sa population qu'elle met d'argent dans sa poche ou en tout cas qu'elle fait virer d'argent? Sûrement pas l'industrie automobile, pas l'industrie du meuble non plus. L'industrie carboneuse, par elle-même, je veux dire, juste la captation carbone faite par les érablières, qu'on pense par un facteur de multiplication que j'oublie, 11 fois. Les émissions de carbone causées par l'industrie. Si on pouvait compter le fait que les arbres... C'est toute beauté. Ça, c'est le calcul si on comptait le fait qu'on ne coupe pas les arbres. Mais la réalité, c'est que ce calcul d'impact environnemental-là, il n'existe pas. C'est à bâtir. Ben, des cultures agricoles dans lesquelles on laisse les plantes debout, mais qu'on produit des quantités comme ça de sucre, puis que c'est pas... c'est une agriculture sauvage, en plus. C'est quelque chose qu'on n'a pas planté, ces érables-là. J'aime ça que tu dises ce mot sauvage. Ils sont là, puis on les exploite là. Où est-ce qu'ils sont, puis ils ont poussé? Ça n'existe pas, non. Fait que les modèles de calcul d'émissions de carbone et de captation de carbone... Ils sont pas prêts encore. Ils sont pas prêts à ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur adapter ces modèles-là à la sériculture. Puis là, on aurait 10 fois l'économie de carbone de ce qu'on produit. Mais c'est pas fait encore, mais c'est normal. J'aime ça que tu parles du fait que c'est une agriculture sauvage, parce que moi aussi, j'ai essayé de convaincre pas mal de gens de bouger. Puis on est dans une région qui n'a pas de culture. Une culture au sens de la culture, les valeurs par rapport à la sériculture, parce que tu es à Stoneham, tu as besoin d'un revenu d'appoint il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu vas travailler dans une shop en ville, tu vas travailler à White Bird, tu vas travailler une couple de mois, alors qu'en région ailleurs, ben, on a besoin d'un revenu d'appoint, on va entailler au fond de la terre. C'est un réflexe. J'ai 1500 ans à attendre. Les montagnes sont de même ici. On n'allait pas tuer un cheval non plus à monter dans des chemins glacés. On a sorti notre bois, on arrête ça là. Et là, aujourd'hui, on a des machines, on est capable d'y aller. Les mentalités ont changé, mais je me rappelle d'avoir parlé à un agriculteur. Je dis, écoute, t'as 4-5 000 hectares de chez vous. C'est comme si tu avais des vaches qui étaient déjà là. T'as pas besoin de les acheter. T'as pas besoin de les nourrir. T'as pas besoin de les faire valer. T'as pas besoin de... Ils sont là. Tu fais juste les traire. That's it. Puis c'est une drôle façon de faire ça. Le troupeau, il est là. C'est un troupeau sauvage. Pas besoin de mettre de clôture. Il ne se sauvera pas. Ah ouais. Ben aujourd'hui, ces gens-là ont demandé des quotas. Ils en ont. Puis ils me disent, écoute, Étienne... on riait de tout au début, parce qu'on n'avait pas cette mentalité-là. Puis là, ils s'y mettent, puis ils se développent des projets. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, même pour les jeunes, je vais vous dire franchement, à qui on dit tu sais, la planète est scrap, puis les changements climatiques, on fait juste les stresser. J'enseigne au collégial. 75% de mes étudiants sont anxieux. Hey! Sans dire qu'on peut sauver le monde en faisant du sirop d'érable, on peut faire un voûte avec ça. C'est 3 du sucre qu'on consomme. Il y a de la place pour en faire plus. Il y a de l'espace à l'innovation. Moi, je vous écoute, ça me motive. Tu sais. On a eu la chance, moi et Philippe, il y a peut-être 2 ans, on était en Californie pour justement vendre du sirop d'érable en petits contenants. On fait ça aussi. Avec ce que vous produisez. Oui. Puis, on a goûté, c'est un petit producteur, un producteur emballeur. Puis lui, il a décidé, il a eu une opportunité, il a été chanceux quand même parce que c'était une histoire de famille. On a goûté un sirop d'érable et le gars vendait ça 200$ l'once. Qu'est-ce qu'il faisait avec? Il faisait vieillir son sirop d'érable dans des fûts de bourbon Old Pappy Van Winkle, qui est pas mal le bourbon le plus cher au monde, qui est très, très rare. Puis lui, il avait quelqu'un dans sa famille qui travaillait à distillerie, donc il réussissait à avoir quelques barils vides. Puis sa production est vendue toujours à chaque année. Wow. Il dit, je suis pas capable d'avoir plus de barils. Pour pouvoir en avoir plus, je la vendrais quand même 200$ l'once. C'est pas rien. Le sirop, est-ce qu'il était bon? C'était correct. C'est original, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais on vend souvent des histoires. C'est comme le vin. Les gens, si tu as une histoire à raconter avec les bouteilles que tu as achetées, tu veux conter une histoire quand tu sers ta bouteille. C'est un peu la même chose pour le sirop. Ouais, le sirop a été produit sur feu de bois. En ce moment, mettons, le grand drame à Séricole, c'est plus que on a consolidé l'embouteillage de tout ça. C'est beaucoup des grosses structures qui emballent le sirop d'érable. Puis à l'international, il est mélangé, il est tout le temps mélangé. À un moment donné, même le vin, quand on l'achète, il y a un assemblage qui est fait. Ça, c'est garanti. Mais c'est surtout qu'il est vendu maintenant à un peu plus que 80% sur des marques privées. De la marque choix du président, par exemple. Puis c'est comme ça, la marque de Trader Joe, la marque de Costco, puis c'est comme ça que c'est vendu le sirop d'érable beaucoup. 80% de la masse. T'sais. Fait que c'est beaucoup. Fait que pour vendre l'histoire,
Si tu l'achètes à un marché, si tu l'achètes d'un producteur, il y a une belle histoire à acheter. Qui te le fait goûter, celle-là, je l'aime. Ouais, mais on n'a peut-être pas encore, à l'international, on fait peut-être pas ce pitch-là. En tout cas, c'est pas celui sur lequel on différent, les gens. Avez-vous peur, vous autres, que ça se perde, le côté traditionnel du sirop avec la... Tu sais, il y a une industrialisation, les centres de bouillage. Puis pourtant, j'en ai visité des très gros, puis l'ambiance est là, puis il y a encore des madames qui font manger le midi, puis des bons desserts à l'érable, puis la vibe est là. Parce que c'est des gens qui ont connu la chaudière puis le cheval. Mais avez-vous le sentiment qu'un jour, ça va qu'on va perdre la tradition? On dit c'est sauvage puis ils sont là. C'est cool, hein? Mais la différence fondamentale entre un quota de lait et un quota de sirop d'érable, c'est quoi? Ben, le quota de sirop, il est associé à un lieu. Il est accroché à terre. Ouais. Lui, il peut pas. Tu peux pas ramasser les érables. Hey, t'en as chez vous, t'en as combien? 400? Parfait. Mais ça, dans le van. M'en aller chercher, m'en les planter chez nous. Ça marche pas, ça. Fait qu'il y a un côté très terroir. La sériculture, qui est pas juste qui est très terroir, qui est territorial, qui fait en sorte que en Beauce, là, il y a 4000 entreprises acéricoles, les gens qui ont toutes quelques centaines, soit quelques milliers d'érables. Ils peuvent se consolider un petit peu parce qu'il y en a qui sont proches des autres. Par contre, tu peux pas déménager ces érables-là. Les érables ici, moi, je ne peux pas venir les exploiter, les extraits d'érables. Ils sont même trop loin. Fait qu'on peut pas dire, moi, j'achète tous les érables de Stoneham puis je les amène à Saint-Jean. Ça n'arrivera jamais. Fait que cette petite culture-là de petite production, puis d'appoint, puis on fait ça l'hiver, puis c'est nice. Puis, toi, tu crois que ça va toujours perdurer? Moi, je pense que... Parce qu'il y en a qui me disent, à Monnaie, c'est comme le truc de lait, c'est le truc de concentré qui va passer partout. Ouais. Puis ça va être bouilli à une seule place. Le parc industriel, ben, il n'y a plus de violon dans ce temps-là. Oui, ben, tu sais, ça se peut un peu. Nous, on en a des producteurs là, qui ont fait des petites bouilleuses, puis qu'eux, ils concentrent, ils vendent de l'eau. Ben, à la fin de semaine, ils ont une petite bouilleuse, puis ils font du sirop avec leur famille. Il y a moyen d'avoir un modèle qui est un peu... hybride. C'est un peu pipate, là, où qui est capable de faire ça. Puis il est un peu obligatoire au sens où tu peux pas y déménager. Fait que tu es obligé d'en avoir un bâtiment, puis d'être là un peu. Fait que la culture, je peux pas se préserver complètement. En tout cas, on ne peut pas s'en aller ailleurs. Tu peux pas arriver ce qui est arrivé dans le lait, par exemple. Où tout le monde s'est concentré proche des distributeurs, puis ça s'est déplacé. Quand on a imposé le thermographe dans le lait, le passage à cette technologie-là faisait en sorte que la majorité des laiteries au Québec ne pouvaient pas le faire. Il était disqualifié. Puis il était disqualifié d'emblée. Puis là, les gens se sont retrouvés avec qu'est-ce que je fais avec ma production. Puis là, ça s'est mis à se transiger. Puis c'est là que ça s'est mis à valoir cher des quotas de lait. Les gens les rapatriaient tout en même place. C'est impossible de le faire. Fait que, on a cette notion-là ne pourra pas exister dans les rangs. Moi, ça me donne une idée qui est plus positive sur l'avenir de ça. Puis, ça reste que ça va, je pense, se transmettre de génération en génération. Ouais. Il y a peut-être une question de souplesse sur les règlements de transfert d'entreprise, agricoles en particulier, là, qui devraient être assouplis. Mais autrement que ça, je pense que ça va continuer un petit peu. On se rend compte, côté traditionnel, c'est certain qu'il se perd un peu, mais pas ici. Pas chez nous, puis il ne se perdra pas. Au Canada, au Québec, dans le nord-est des États-Unis, je pense que c'est là pour rester. Mais c'est certain qu'à l'international, tu parles à un gars en Californie, « Ah, j'achète ton sirop. »« Ah ouais, super, merci beaucoup. L'acheter où? »« Ah, moi, je suis Trader Joe. »« Ah, c'est pas le mien. »« Ouais, mais c'est la même bouteille. Ouais, la bouteille est semblable, c'est le même contenant, mais c'est pas mon sirop. » Les gens n'achètent pas une marque de sirop, ils achètent du sirop. Fait que, mais c'est correct aussi, mais il n'y a pas cet attachement-là que nous autres, on a. On a un branding qu'on a construit pour l'exportation, surtout sur la côte ouest, en Australie. Là. Puis, écoute, on oublie ça, Exit, là, les chevaux, la vieille cabane. Il n'y a pas de les autres, là, ils n'ont pas, aucune référence. Ils n'ont pas cet attachement-là, cette référence culturelle-là de dire « Ah oui, m'en souviens, mon arrière-grand-père avait sa jument. » Ils n'ont pas ça. C'est des marchés émergents. Eux autres, ils ont du revenu disponible pour acheter des produits un peu plus de luxe parce que, du sirop d'érable en exportation, ça coûte cher. Mais ils vont acheter du sirop d'érable, mais ils n'achèteront pas la tradition. Parce que c'est un produit pour d'autres raisons, éventuellement. C'est ça. Ils n'achèteront pas la tradition. Ils achètent le produit pour ses propriétés, son goût, sa saveur, surtout. Parce que les produits sucrants, sans calories, avec différentes propriétés, il y en a plein, mais ils n'ont pas la saveur.
tu sais. Tandis qu'avec Puis l'érable, on l'origine, va chercher la naturelle, saveur. Oui, mais tu sais, il y a quelque chose d'unique dans le pitch, là, finalement. Tu sais, Ouais. puis c'est pour ça que nous, on essaie de s'y coller tout le temps, mais comme entreprise, c'est pour ça qu'on essaie de protéger un peu, nous, de cette façon qui se rapproche plus du territoire puis de son historique. Tu sais, je pense qu'on tu sais, on peut parler de machine, mais tu sais, on a, je crois, la meilleure machine, le meilleur évaporateur au bois tu sais, de l'industrie pour les grosses entreprises. On le fabrique chez nous, puis c'est comme c'est un peu notre fleuron dans ces machines-là. Ça, c'est. Puis il sert à quoi? Il sert à ce que les grosses entreprises qui sont plus commerciales, comme tu disais, mais ils puissent quand même arriver à Utiliser avoir le une bois. production qui est plus proche de la tradition, puis plus proche de... Écoute, si tu perçais un trou dans la terre puis il sortait du pétrole, je te dirais brûle ça dans ta bouilleuse. Là. Mais là, ça donne que C'est du bois qu'on il a. pousse dans la forêt. Fait que t'as du gaz qui pousse. Là. Puis t'en Non enlèves seulement- pour assainir ton érablière. Faut que tu en enlèves. En plus, il faut que tu l'enlèves. Fait que, tu sais, prends ça pour produire. Puis, tu sais, il y a un truc de circulaire. Puis le pitch de la sériculture qui, il y a 15 ans, c'était romantique. Mais là, c'est pas juste c'est romantique. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Il y a une certaine circularité. Il y a un concept tu sais, d'agriculture qui est très régénératrice, très Ouais. circulaire. Qui garde avec les valeurs de l'époque, on va se le dire comme un. Tu sais, C'est ça, exactement. marche. Tu sais, puis à regarder ça, tu sais, il y avait peut-être le plastique, là, qu'on met beaucoup de plastique là, dans les forêts au Québec, là, et qu'il manquait peut-être ça, là. Tu sais, là, on s'était forcé de mettre en place là, un programme de récupération des tubulures là, dans la dernière année. C'est pas parfait, mais au moins l'option est là. Fait Ouais. Au moins, on va la mettre tout Tant- ensemble tant qu'on puis avance, essayer de faire quelque chose. Mais à part ce bout-là, tu sais, il n'y a pas tant de talons d'Achille à l'industrie acéricole. Il y en a qui Faut vont se dire, forcer ouais, pour mais nous si tu trouver des brûles de défauts. l'huile, puis tu fais Ouais. de quoi? Bien, encore là, si tu brûles de l'huile, si on pouvait compter le fait que tu ne coupes pas les érables dans ta plus-value environnementale, ben, même brûler toute l'huile que tu veux, là, tu seras encore beaucoup plus propre que toutes les autres. C'est juste qu'on ne les compte pas, les arbres. Par rapport, j'ai une dernière question avant qu'on parle. Peut-être, tu sais, on parlait d'intégration, puis j'aimerais ça qu'on parle de votre projet là, de distillerie, ouais, puis ça, ouais. c'est très intéressant. Mais j'ai une petite question avant, parce que je débat de ça avec Marco Gilbert, qui est mon mentor, puis qui est un membre de notre projet, la Fièvre des sucres. C'est un collaborateur régulier. Tu sais, on est là à se dire, y a-tu plus on sait qu'il y a 9000 producteurs, tu sais, membres de la Fédé. Hein, c'est 9000 le chiffre à peu près? Autour. Bon. Les AB, là, tu sais, les petits là, qui ont 200, 300, 50, 100, tu sais, ça représente quoi? Je serais curieux de savoir, tu sais, OK, dans le COVID, il s'est vendu beaucoup de petites bouilleuses, mais je serais curieux, peut-être, vous ne pouvez pas me donner vos chiffres, là, mais tu sais, tu vends combien de petites bouilleuses par rapport à des gros équipements là, tu sais, de professionnels? C'est-tu vraiment important? Y a-tu beaucoup de Québécois? Y a-tu plus d'amateurs que de professionnels? J'aimerais ça répondre à cette question-là un jour. Oh, et beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup. Ah, dans les beaucoup- dernières il y a années, il y a des beaucoup années où plus c'est de petits 5 fois, producteurs. 8 fois plus. 5 fois plus en unité, je En parle pas de unité, valeur. pas en En valeur, en unité. unité. Puis, Ouais. il y a Petit, vraiment des petit acériculteur deviendra peut-être gros aussi après. là, ça, Peut-être, mais tu sais, dans les petites machines, on n'en a jamais vendu autant que dans les dernières années. Ah tu sais, ouais. Parce que 5 fois. c'est devenu très populaire, puis il y a peut-être beaucoup de sériculteurs qui n'avaient pas aussi de concentrateurs. Là, ils ont dit, on a Ah, acheté on peut se un coucher petit, plus puis on a bonheur. acheté une plus petite machine aussi. OK. Fait que là, il y a eu un peu de ça aussi, mais des producteurs artisanaux qui ont voulu faire ça, des gentlemen farmers aussi, parce qu'il y a Ouais. il y a une certaine romance à ça. Ben tu sais, oui, comme- moi, c'est ça que je vis. C'est parfait. mon voyage dans le Ça, sud ça chaque va. année. Pour là. beaucoup, c'est un pour beaucoup, bronzage c'est de bouilleuse. pour beaucoup, c'est un projet de retraite. On entend Ouais, souvent ça. Ah non, ma retraite, moi, j'ai une ouais, petite c'est- terre, j'ai 120 ans. Mais le nombre de puis préfère ça. retraités là, de la SQ là, qui se développe une petite cabane à sucre, là, tu serais surpris. Ouais, là. ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui est très paisible. Très Ben, c'est il y a valorisé aussi dans beaucoup notre de ça. culture. C'est un lieu de rassemblement familial Et il y a un incroyable. truc super romantique que les gens aiment et que ça reste attaché très fort. Puis on en a vendu Ok. des petites bouilleuses comme jamais. Mais tu sais, les petits hobbyistes, vraiment, eux qui C'est en se font un croissance, truc, là. qui vendent ils font vendre une panne, mais tu sais, souvent, c'est plus des trucs artisanaux. Puis là, ces genres d'équipements-là, c'est plus des petits manufacturiers. Puis il y a des gens qui servent très bien là, ces petites productions-là. C'est plus de hobbyistes. Là. Même nous, quand on parle d'un hobbyiste, il est semi-hobby. Là, tu sais, tu sais, il est quand même rendu à un certain niveau. Tu sais, mais il y a vraiment des petits manufacturiers qui vont servir ces gens-là. Puis il y en a vraiment beaucoup. Là. Puis, tu sais, faut suivre les blogs d'érable, là, puis tu sais, les pages Facebook du monde de l'érable, pour se rendre compte qu'il y a des gens qui posent des questions pour comment travailler avec les 150 érables sur Il y en a le beaucoup. terre. Il y en a, là, puis il y en a, cool. puis il y en a, c'est l'enfer. C'est l'avenir de la série. Aux États-Unis, en Ontario, il y en a énormément. Les gars font ça. Il y a un gars, il ramasse les érables,
de sa rue. Ah ouais, c'est cool. Tu sais, ça. fait que tous ses Puis le monde voisins. de sa rue ils se ont- remonte chez eux manger de la tire après. Exactement, ils ont 3-4 érables dans la cour. Ouais. Lui, il ramasse tout ça. Il fait bouillir ça chez eux. Il y a un évaporateur, il sort ça du garage sur roulette, s'installe dans la cour, fait bouillir ça. Les voisins sont là. C'est génial. Puis en fonction de leur nombre d'érables, il leur donne du sirop d'érable équivalent au nombre d'érables qu'il y avait chez cool. eux. Mais tu sais, pour notre industrie chez nous, il y a C'est il y a communautaire. un parti de ça qui va Ouais, c'est rester. cool, c'est Puis cool. tu sais, les gros producteurs qui sont plus commerciaux, comme ce qu'on nous on fait, tu sais, à 200 000 érables, je veux te dire que C'est c'est une commercial. production qui est très commerciale, puis on l'emballe, puis tu sais, on l'assemble, tu sais, très formel, là, tu sais, très standardisé pour que ça ressemble tout le temps, puis que ça marche, puis on l'exporte. Ben, le sirop qui va se retrouver sur les tablettes à l'international, ben, s'il est fait de même, là, tu as ramassé 32 érables dans ta rue, puis tu sors une Ah bouilleuse non, du il garage. n'y arrive pas. Bon, question. Ça va être 1000 gars piastres de manufac- Ben, pas juste ça, c'est aussi, tu sais, il y a une question de normes de transformation alimentaire, puis de trucs que l'industrie alimentaire, Tolère Dieu, pas. à un moment donné, elle ne tolérera pas. Fait que la culture de ça au Québec va rester très, très forte. Puis, sais-tu quoi? Les producteurs commerciaux sont capables de faire une production qui est très aux normes alimentaires. Puis, celle-là permet de développer l'industrie à l'international. Fait que de faire rayonner ça d'une façon importante. Contribuer à l'innovation, au développement des Exactement. technologies. Fait que ça fait On a rentrer besoin de de l'argent ça. qui vient de l'extérieur beaucoup. C'est 70% de l'exportation, le sirop d'érable de l'industrie aujourd'hui, là. Fait que c'est de l'argent qui vient de l'international. C'est du vrai développement économique. Qui vient vraiment de Ouais. l'extérieur. C'est du vrai C'est développement. vraiment notre savoir-faire qu'on On est- exporte. Puis ces petites choses-là, les petites productions hobby, les petites cabanes à sucre familiales, ben, ils vont rester parce que c'est toute une tradition qui est très importante. Même si, finalement, ce qui va se retrouver à l'international va être une production qui est beaucoup plus formalisée. Ouais, qui est dans déjà un autre là. paradigme. Dans un autre paradigme. Puis c'est quoi, les deux peuvent cohabiter de façon. Ah, ben je suis content d'entendre ça. Ça me Belle industrie. fait plaisir d'entendre ça. On se promène pour vendre du sirop d'érable comme ça dans des foires commerciales, dans des qui sont immenses. Là. C'est 2000 exposants partout dans le monde. C'est gros. Puis on rencontre des gens de l'industrie, d'autres emballeurs, des producteurs emballeurs, des gros emballeurs. Peu importe qui est là, on voit tout le temps les mêmes visages. Puis souvent on expose, là, on est côte à côte. Puis hey, c'est spécial votre industrie. Oui, mais on se connaît tous, on s'entraide tous. Parce qu'il y a une affaire qui est belle dans le marché de l'érable. Il y a bien plus de marché qu'il y a de sirop. Hein. Je veux dire, si t'es pas capable d'écouler ton sirop, c'est que tu t'y prends pas de la bonne manière. Recommence parce qu'il y a du marché. Ah, On n'est jamais capable de vendre assez de sirop pour couvrir la demande de la planète entière. C'est impossible. Hein. Mais parlons quand même d'un sirop on va qu'on les- avait de la misère à écouler avant puis qu'on transforme Écoute, aujourd'hui en d'autres Je veux produits. les mettre en Ah oui, lumière. ben, avec plaisir, J'aime mettant en les évidence. deux, là. Ça vient, ça c'est un beau petit projet qu'on a fait là, avec tous les actionnaires chez Lapierre. C'est un petit projet qu'on a fait, c'est la distillerie, c'est l'essence granite, en fait, avec le comité de développement à Saint-Romain, OK. avec l'érablière école qui est là-bas, Jean-Michel qui est au laboratoire de technologie de la biomasse à l'Université de Sherbrooke. Oui, qui est- pourquoi des billes? Il est venu ici Ouais, il y a quelques qui est fois étudiant à de la- participer. du ouais. CITA, le Centre de recherche sur la sériculture. Puis on a pensé à ça, on dit, OK, on va faire quelque chose qui est trippant, on va faire de l'alcool. Moi, j'avais déjà fait des vins d'érable, j'avais essayé toutes sortes d'affaires, puis j'y arrivais pas tout le temps. Je trouvais que la qualité n'était pas tout le temps là. Tu sais, moi, j'aime les bons alcools fins, là, puis je trouvais que c'était quand même tough. Fait que là, OK, ça sortait fait que carré. Ça manquait. Ouais, c'était un peu carré. OK. Fait que là, on a dit, on va le formaliser, puis on va le trouver, puis on va trouver comment faire. Puis notre projet de base, c'était de faire ça, là, cette bouteille-là. Ça, c'est un gin réduit. OK. Ce qu'on voulait faire, tu sais, il y a 70, 75 gins au Québec là, qui sont faits Ok. au Québec. L'histoire d'amour du gin avec les Québécois, là, ça commence où? Ben, moi, je vais te conter de quoi. Genre, j'ai creusé pour faire la dalle de ma cabane à sucre. Appel, l'opérateur, il me dit hey, il y a de quoi là? Regardons, c'est quoi? Puis une bouteille en vide de Bouteille de décalpeur gros sur gin, le ah site. J'ai ouais. dit on a choisi la meilleure place pour faire la C'est cabane. vrai, ça. Il y a déjà eu du fun. L'anthropologue en c'est- toi, c'est hein. ça. Ouais, tu t'es Ben, excité, parce là, qu'ils sont t'as en plastique à cette heure, les bouteilles C'est ça, de décalpeur. ça Là, elle est en vide, je Puis dis. c'est là que C'est ça déjà commence. passé du fun ici. C'est là qu'on fait la cabane. C'est là que cette histoire d'amour-là avec le gin commence. Ouais. C'est jamais vendu autant de gin par capita que ce qui s'est vendu au Québec les dernières années. La relation des Québécois avec le gin, elle commence à une place, elle commence avec une louche dans la deuxième table, puis du gin là-dedans. Puis nous, on s'est dit, on voulait faire ce produit-là pour le mettre sur une tablette, pour que tous les Québécois qui n'ont jamais fait ça, pour avoir ça dans une cabane à sucre, ils fassent Puisse découvrir ça. Tabarnak, c'est là que ça part, Ben c'est ouais. là que ça vient. Fait que c'est un gin qu'on fait à partir du sirop d'érable, le moins bon possible. Là. Des fois, on n'en a pas tout le temps parce que bon, c'est des trucs avec la RACJ.
Mais on prend le moins bon sirop qu'on est capable, on le fermente en alcool, on le distille en alcool pur. Après ça, on fait un gin avec ça qui est fumé au bois d'érable. Après ça, on l'assemble avec du sirop d'érable pour faire un gin réduit à 20 d'alcool. Wow. C'est fabuleux, c'est super, super bon, on en vend beaucoup. Je pense que ça touche la fibre. Là. Écoute, tu mets ça, un Québécois se le met dans la bouche puis il fait comme... Ça goûte le souvenir. Ça goûte les origines. OK, wow. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on a décidé de faire ça. Il est rendu à la distillerie avec 7 produits. Mais ça, ça représente tout ce pourquoi on aime l'industrie acéricole. C'est communautaire avec le comité de développement. Il y a la formation au centre acéricole. Il y a l'université. Nous, comme manufacturiers. Tout le monde est autour de ça à faire. On va faire de quoi? C'est vraiment un esprit de collaboration. Il faut être conscient d'une d'une chose. chose. On va le lever d'une coche. Puis quand on se met à gang pour le faire, ça marche. Là. Ça représente bien vers où on s'en va. Ma job à moi, c'est de travailler pour l'entreprise dans l'industrie. Ben, faire ce genre de projet-là, moi, je payais un peu pour faire ça. Mais tu sais, c'est bizarrement intéressant. Les résultats de ce qu'on va réussir à faire vont être super intéressants pour l'industrie aussi. Tu as payé, toi? Moi, je suis des fois. Mais c'est bon. Des fois. Mais ouais, à la semaine, parce que sinon. Mais c'est vraiment le fun. Donc, C'est une belle illustration de ce qu'on disait. On est dans une nouvelle vague. C'est pas des produits qu'on imaginait par le passé. Pourtant, ça prend du sucre pour faire de l'alcool. Pourquoi on s'y mettait pas de manière formelle? Oui, peut-être à une certaine époque, le monde faisait un peu de bagasse dans le cabane. L'idée était connue. Mais là, formellement, créer un marché, puis avoir un revenu avec ça, c'est quand même des... Moi, on voit ça arriver ces années-ci. Ça veut dire qu'il y a de la transformation. Il y a une des valeurs de la pierre, puis c'est un peu en lien avec ça, puis je pense que c'est important de l'adresser. On n'a pas parlé, puis je voulais en parler, je pense que c'est important. Depuis la fondation de l'entreprise par M. Lapierre, il y a quelque chose qui a toujours été au cœur du développement de l'entreprise, c'est le partage de connaissances puis l'implication dans l'industrie. M. Lapierre, il a souvent dit, moi, je travaille pas pour Équipement Lapierre, je travaille pas pour mettre de l'argent dans mes poches. Je travaille pour faire avancer l'industrie. M. Lapierre, il a toujours eu ce discours-là. Il l'a passé à ses enfants. Carl, son fils, Annick, Chantal, ont tous cette même mentalité-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a Philippe qui est là. C'est un acte communautaire. On est subventionné. Oui, c'est ça. Les affaires extérieures. Oui, c'est ça. Mais on a Philippe qui est là. On est impliqué dans tous les groupements acéricoles. On supporte les centres de formation en acériculture. On offre des bourses aux étudiants. On est dans tous les centres de recherche. Le festival Beauceron. À peu près tous les festivals imaginables reliés à l'érable, que ce soit aux États-Unis, ici au Québec. On contribue énormément à la vitalité de l'industrie acéricole. Pour nous autres, chez nous, c'est au cœur des valeurs de l'entreprise. Ça drive énormément de décisions chez nous. Que ce soit des projets de développement avec la Maison familiale et rurale du Granit qui forment des jeunes qui ont un peu de difficulté en acériculture. Ils sortent de là avec un DEP. Ils sont aptes à travailler en acériculture suite à ça plutôt que... Vous portez vraiment une vision globale. C'est vraiment global. Ça se passe c'est ça. Exactement. C'est cool. C'est une version de verticalité, comme je te disais. Mais après ça, une fois que tu es intégré comme ça, tu fais comme. Tu vois à tous les niveaux où est-ce qu'il manque du stock. Puis tu te dis, on va l'accrocher, on est capable, puis on y va. Puis on l'accroche, puis bon, c'est de la peau, puis c'est du temps, puis. Mais en même temps, c'est valorisant, puis ça nous permet d'améliorer plus facilement nos produits parce qu'on a le input, puis on est branché sur ces choses-là. Donc, pour nous, il y a juste du bénéfice à ça. Puis moi, ça me prend 2 jours, 3 jours par semaine à taponner là-dessus, en plus d'exporter le sirop puis de faire ça. Mais sinon, ça vaut la peine. En tout cas, c'est pour nous, à l'interne, au travail qu'on fait. Exact. Pour nous, ça vaut la peine. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on s'implique. On a choisi de le faire, puis on le fait avec autant de vivacité qu'on est capable, puis allons-y. Ça va nous amener sur un paquet de belles années. Tout ce qui se développe dans les universités, les centres de recherche, c'est fou là, où est-ce que ça en va, la sériculture. C'est de ça dont j'aimerais parler pour conclure. On s'en va où? Je ne veux pas que vous me révéliez de scoop si vous avez pas le mandat de le faire, mais chez Lapierre, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, qui vont contribuer à ces changements-là, puis aux frontières qu'on repousse, puis individuellement aussi, là, si vous aviez à faire des souhaits pour l'industrie,
vous aimeriez que ça s'en aille vers où? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter comme industrie qui n'est pas une industrie si jeune, mais je trouve qu'on est encore dans une phase de grand développement. On sort de l'adolescence. Moi, ça s'est fermé, c'est le fou. Moi, personnellement, mon souhait, qu'on réussisse à conserver la qualité du sirop d'érable traditionnel. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on va vouloir tomber dans un peu trop de facilité, puis qu'on va perdre la saveur, on va perdre l'essence même du produit, on ne sera plus capable de compétitionner un sucre de canne qui coûte rien, le sirop de maïs qui coûte rien, qui goûte rien. Le sucre de canne a déjà été une industrie lucrative qui produisait un sucre qui était brun, qui était goûteux, qui était bon, qui coûtait cher. Puis, par l'automatisation des procédés, par la volonté à toujours payer moins cher, aujourd'hui, on a du sucre blanc qui goûte absolument rien, puis qui vaut plus rien non plus. Faut pas aller là, dans l'industrie acéricole, sans quoi, moi, je dis souvent, on va devenir tout simplement notre pire ennemi. Puis ça, fait que pour moi, personnellement, puis aussi pour la pierre, c'est un cheval de bataille très, très, très important. On comprend l'importance d'automatiser, de simplifier, mais jamais au détriment de l'identité. Exactement. Il y a tout un truc, je l'ai dit, de tradition puis de protection de tout ça. Puis on a bien des technologies là, qui sont tablettées là, parce qu'on n'arrive pas à les finaliser. Le produit qui sort de là, c'est du sirop d'érable que je servirai à ma famille. Puis quand tu n'arrives pas à le faire, c'est peut-être parce que ça peut être intéressant d'un point de vue lucratif, d'un point de vue de production, mais est-ce que ça va être bon? Ça revient au même discours. Est-ce que ça va être bon pour l'industrie d'avoir ça sur le marché? Si tu n'es pas capable de répondre, des fois, tu sais, Continue à te questionner. C'est ça, continue à te questionner un peu. C'est pour ça que, recul de 5 ans, il y avait plein de concentrateurs. Tout le monde en a fait qui concentrait très, très, très haut, jusqu'à 45 bricks avant l'évaporation. On dit, on va faire ça, ça va être pas pire. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui concentre en haut de 30 bricks. Parce que... On a vu la limite de ça. On a vu la limite. Le gain économique, mais aussi l'impact que ça pouvait avoir au niveau de la saveur, puis les modulations qu'il faut que tu fasses sur la production pour l'évaporation. Puis finalement, tu vois, le maximum, c'est ça invente un problème. Puis le problème, c'est... on n'a pas inventé un problème. On a respecté le produit. Puis on a fait, rendu là, on dirait que c'est moins intéressant. Fait que là, ce que je m'attends dans l'industrie acéricole, c'est qu'on voit beaucoup arriver ça dans les prochaines années. C'est comment on fait pour maintenir l'intégrité de la sève. Là, on voit de l'ultrafiltration, des balles tanks réfrigérés, fait qu'on concentre, on va bouillir une fois par semaine. Il y a une modification de la logistique de production. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très gros dans les prochaines années. Il y a le monitoring. Fait que là, tu peux dire, je vais l'accumuler, je vais rester chez nous, je peux aller faire des fuites un peu. Mais tu peux comme surveiller ça, puis là, prendre le temps de profiter de ton temps des sucres, ce qui, pour nos pères, était complètement impossible. Donc, moi, c'est même je le vois, le futur. C'est la sériculture qui va quand même rester semi-traditionnelle, mais qui va s'équiper de manière à être capable de réduire le besoin de travail. Pour que tu veux être prof au cégep, mais avoir une cabane à sucre, mais c'est quoi tu peux. Tu es capable. Tu vas concentrer, mettre ça dans ton bon tank, puis dimanche, là, c'est là que tu vas ouvrir ta bouilleuse, puis c'est là que tes chums vont venir. Tu vas prendre une coupe de bière, tu vas prendre un gin réduit, tu vas faire du sirop toute la journée, puis la semaine prochaine, tu feras la même chose. Fait que c'est comme ça que c'est un style de vie. C'est un style de vie aussi. Ça va... En fait, c'est l'imbriquer dans le mode de vie d'aujourd'hui. Puis il y a peu d'industries qui vont permettre de faire ça. L'érable va permettre de le faire. Moi, ce que j'entends dans votre discours, je ne sais pas si ça peut bien résumer puis conclure sur notre échange, mais c'est que si on se préoccupe des saveurs et de la saveur spécifique du produit, on va aussi conserver les valeurs en même temps. C'est comme si c'était attaché ensemble. C'est ça que j'entends. Exact. Merci beaucoup, les gars. C'était super de vous rencontrer. J'apprécie beaucoup. Ce sera peut-être un rendez-vous qu'on répétera dans l'avenir, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. J'ai beaucoup apprécié. Excellent. Thank you.